Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule du Cyber Hub Network. J'accueille aujourd'hui Benoît Suire, conseiller stratégique chez Hitachi, spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour Benoît. Bonjour Garek. Euh, on a vu récemment une intervention des Américains très marquée vis-à-vis du Venezuela et notamment une intervention dans l'espace classique du théâtre physique de la guerre. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui et quel est le risque de pivoter ce risque d'intervention, mais dans l'espace digital ou cybernétique cette fois? Écoute, merci pour votre question. Je pense que on va revenir un petit peu en arrière pour expliquer quel est le risque cybernétique dans la région et pourquoi et qu'est-ce qui se joue. Parce que ce qu'on vient de voir simplement, qui aujourd'hui est qualifié de doctrine Monroe par le président Donald Trump, en fait traduit juste une chose, c'est que les États-Unis avaient quasi abandonné le précaré sud-américain pendant longtemps et qu'il s'agit simplement de reprendre pied pour les États-Unis dans ce qu'ils considèrent comme étant leur arrière-cour. Ça, c'est valable dans le monde physique, mais aussi valable dans le monde cyber. Pourquoi? Parce que durant cette période de latence où justement les États-Unis n'étaient pas présents, d'autres nations, pour ne pas nommer la plus importante qui est justement la Chine, d'autres nations sont venues suppléer justement, sont venues remplir cette absence de vide. Et dans le monde cyber, tout simplement, ils sont venus dans ce qui va nous intéresser là, c'est-à-dire l'espace des installations et des infrastructures critiques qui permettent justement la circulation de la donnée. Donc on parle de câbles sous-marins, on parle d'infrastructures, on parle voilà. Donc les Chinois sont habitués à fournir à travers le monde à des nations qui justement ont des carences, on va dire, en termes de développement ou d'infrastructures, des solutions à moindre coût, des solutions techniques pour justement que la donnée circule. Alors il y a une politique qui s'appelle la route digitale de la soie qui se perpétue jusque dans cette région-là et puis après qui se traduit par d'autres initiatives. On a parlé justement, par exemple, des minéraux critiques, et c'est pour ça notamment que la Chine a demandé à certains pays d'avoir soit accès directement à des mines, à des lieux d'exploitation, soit aussi par la construction de ports en eau profonde qui en fait sont en train de rebattre le jeu géostratégique. C'est-à-dire que comme la Chine arrive désormais à avoir des bases où s'établir, même si elles n'ont pas de vocation militaire pour le moment, ça veut dire quand même que concrètement, elles ont un pied pour s'installer durablement dans la région, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donald Trump, le président Trump, est en train de rebattre les cartes et de dire pas touche. Et on va revenir à l'espace cybernétique, mais il y a trois acteurs qui le gênaient particulièrement dans la région et qui s'illustraient au Venezuela. Donc on vient de parler de la Chine. Faut bien se rappeler que quelques heures avant l'intervention américaine, il y avait le représentant chinois qui était justement enfin avec le président Maduro. Le message est très très clair, il est extrêmement puissant. On peut prétexter le pétrole, on peut prétexter les matières premières, mais il s'agit surtout, encore une fois, de contrer la Chine et de dire, bah, écoutez, back off, chacun chez soi. Et pour revenir à l'espace digital, il y a aussi une démonstration très très claire en termes de guerre cybernétique qui est faite, et c'est de la dissuasion, hein. Ce que viennent de faire les États-Unis, c'est de dire on a les moyens d'intervenir de façon cybernétique dans la région et où on veut pour reprendre pied. Quand on a une opération militaire comme celle-ci, c'est pas seulement une opération physique ou on appelle cinétique, mais elle est forcément accompagnée aujourd'hui de la partie cyberoffensive. Et ce qu'on a vu notamment le blackout qui a été fait sur les capacités énergétiques, enfin, on peut pas dire l'électricité dans les lieux qui ont été ciblés par l'opération, c'est une démonstration de ce que savent faire les Américains en matière de cyberoffensif, et c'est de dire au monde, on peut faire ça où on veut. Donc c'est aussi de la dissuasion, c'est une très belle opération militaire qui a été montée, qui fera date et qui va inspirer je pense, pour le reste malheureusement de 2026, toute velléité militaire qu'il pourrait y avoir ou toute opération militaire dans le futur. On a vu, merci Benoît, on a vu que c'est une première étape et que Donald Trump se cache pas et l'administration d'avoir d'autres velléités dans la région, toujours pour la doctrine Monroe de dire Ouais. la plaque America, c'est pas simplement les USA, mais c'est toute la plaque America qui est sous la doctrine Monroe, incluant maintenant Latin America. Donc il y a une hégémonie ou un impérialisme qui est vraiment affiché. Comment les organisations devraient se préparer
quels seraient les risques en fait auxquels elle doit faire éventuellement face par rapport à ce risque d'expansion, sur d'autres, territoires? On parle effectivement de la Colombie, on parle de Cuba, mais globalement, vous venez de le mentionner, la démonstration de la cyberoffensive, elle est très présente. Écoute, je verrais bien deux niveaux en fait qui sont importants. Le premier niveau, c'est on revient sur les infrastructures essentielles, les infrastructures critiques, et en particulier, on va revenir sur le backbone en fait de l'Internet, et on va le diviser en deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie sous-marine avec les câbles sous-marins qui sont extrêmement importants parce que c'est par là que circule la donnée, mais aussi la partie spatiale. Et on voit bien ici que pour dominer, pour arriver à, enfin, qui dominera justement le cyberespace, l'espace cybernétique, et être en mesure de surveiller, d'intercepter, etc., toute la donnée, ça se fera par ces deux moyens-là. Et si on se concentre dans cette région et en particulier dans l'espace caribéen, puisque ce sont des îles en fait, c'est extrêmement simple de voir quels sont les moyens de communication ou de transit de Mmh. la donnée dans cet espace-là. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a une explication, une carte géopolitique et géostratégique de la donnée, c'est-à-dire qu'on a du chinois, bon, mais qui est maître de la donnée ou qui la voit passer? C'est ça qui est intéressant, ou qui peut l'intercepter, ou de quelle façon. Et ce que j'avais fait dans des notes précédentes de mon côté, qui concernaient cet espace-là justement, c'était justement de démontrer les jeux d'influence justement par rapport à ces infrastructures critiques, pour voir qui était en mesure justement de capter la donnée et bon, la faire transiter ou pas, ou enfin peu importe, ou de l'exploiter tout simplement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, si tu veux, c'est pour arriver à prendre des mesures, puisque c'était la question de savoir comment se protéger, il faut savoir à qui on a affaire et il faut savoir comment ils agissent. C'est sûr que si on prend des exemples de ce qu'on a pu observer dans la région, on va le détailler, il y a des façons de répondre tout à fait différentes. Alors, si on revient sur le principal acteur qu'on vient d'évoquer, qui est la Chine, ce qu'on a pu observer encore récemment, c'est les acteurs étatiques chinois dans la partie cybernétique font la plupart du temps de l'intrusion, de l'espionnage. On les voit se déplacer, mais concrètement, pour l'instant, on n'a pas leur intention finale. Ça veut dire, ils sont là. C'est un peu comme dans d'autres infrastructures critiques, comme en Ils Amérique sont du Nord. dormants. Ils Mmh. sont dormants, exactement, mais ils sont là. Ça, c'est la première chose. Mais pour l'instant, il y a pas d'acte, je dirais, enfin, subversif sur la partie physique, même le backbone de l'Internet, mais on les voit. En revanche, si on parle d'un autre acteur qui est la Russie, on a pu voir des comportements complètement différents et qui se traduisent de la même façon qu'on peut le voir dans le conflit, par exemple, avec l'Ukraine. Alors, de quelle façon, puisque on peut parler, puisque je viens d'évoquer par exemple la subversion digitale, mais on voit beaucoup d'acteurs à consonance russe, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle la guerre hybride et que on les voit, il y a par deux types, deux manifestations claires. La première, c'est les attaques DDoS, et ça, généralement, c'est le fait d'activistes, de collectifs d'activistes qui sont très bien organisés, qui obéissent derrière un agenda qui est géopolitique. Donc c'est la Russie qui est présente. On est d'accord que le DDoS, tout le monde peut s'y préparer, c'est pas un enjeu en soi, mais il faut le voir venir et il faut pas surtout le négliger. On a trop d'acteurs qui, en fait, sont victimes d'attaques DDoS parce que en se disant oui, mais bon, ça n'est que du DDoS. Ben non, parce qu'aujourd'hui, on a des solutions vraiment puissantes, comme par exemple le projet Didosia de la part des activistes russes, qui sont extrêmement bien organisés et qui peuvent faire mal. Donc il ne faut pas le négliger. La deuxième manifestation qu'on voit, c'est un phénomène qui est assez récent, qui est donc celui des rançongiciels, les ransomware. Et on a pu observer des acteurs comme par exemple le groupe Kilin, qui, comme son nom ne l'indique pas, enfin justement n'est pas du tout chinois, qui est plutôt russophone, et qui, suite à des votes en fait à l'Assemblée des Nations Unies, qui leur semblaient pas satisfaisants, tout d'un coup on a vu Kilin apparaître dans les Caraïbes et qui a commencé à cibler justement des îles qui avaient justement voté contre la Russie ou qui s'étaient enfin, qui ne satisfaisaient pas le pouvoir en place. Des choses qu'on n'avait jamais observées avant 2025 ou pas dans cette mesure-là, et qui traduisent encore une fois justement le paysage géopolitique.
Ce qui va être intéressant, et là je fais juste une perspective, j'offre une perspective, c'est que donc le président Trump a annoncé très clairement que parmi les prochains territoires justement qui seraient ciblés par la doctrine Monroe, merci, et ben on aurait par exemple Cuba. Ça va être très intéressant de voir comment qui va réagir et comment. Pourquoi? Parce Mhm, que Cuba, c'est une plaque extrêmement importante, c'est un pion dans le grand jeu mondial qui est extrêmement important, et qu'on a des moyens notamment d'écoute, ce qu'on appelle du SIGINT, hein, donc de signal et autres, ou d'interception de surveillance sur le Cuba qui ont été construits, et que concrètement, je ne pense pas que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine ait spécialement envie que les Américains mettent pied à Cuba. Donc, c'est des choses qui passent totalement inaperçues dans l'actualité, mais bon, il y a déjà une guerre cybernétique, mais qui reste toujours sous le seuil de mhm. conflictualité. Donc, il se Ouais. passe beaucoup de choses. Tout le monde s'observe, on se fait on se fait des croche-pieds, ce genre de choses, mais on garde ça suffisamment sous le seuil de conflictualité pour faire en sorte que ça reste une guerre de gentlemen pour l'instant. Mais justement, on revient sur ce qui vient de se passer au Venezuela. Les Américains ont montré au monde que on peut faire beaucoup plus avec la guerre cyberoffensive. Mm, mm, Et mm. ce qu'ils ont montré là, faut pas s'y méprendre, c'est que faire une opération comme ça, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement coûteux. Il faut des capacités que bon nombre d'acteurs n'ont pas. Voilà. Merci Benoît, donc très intéressant. On voit qu'effectivement pour l'instant on a des agents dormants. On va suivre l'actualité en 2026 pour voir si on va se retrouver comme avec Taïwan l'année dernière, avec les 2 dernières années avec Vol Typhoon et Sol Typhoon qui ont été quand même très importants en termes d'espionnage dans la zone Asie. Donc que va-t-il se passer dans la zone Caraïbe? On va suivre avec votre éclairage. Merci Benoît. Merci, au revoir. Au revoir.